pour qui voter le 2 novembre prochain? C'est une question que se posent pas mal d'électeurs et d'électrices, et la communauté arabe et musulmane de Sherbrooke n'est pas du reste. Il a un tas de questions en ce qui concerne la sécurité et la lutte contre l'islamophobie, la prévention de la violence chez les jeunes, la représentation des personnes issues d'une immigration dans l'administration, le développement économique et résidentiel, le logement des promoteurs et l'environnement, la contribution des promoteurs aux infrastructures et la cerise sur le gâteau, symbole de solidarité internationale et reconnaissance de l'État de Palestine. Qui peut répondre à de telles attentes, à de telles questions? Ils ont lancé une invitation et 2 candidats en lice pour le poste de maire de la ville de Sherbrooke ont répondu à l'invitation. Ils sont venus répondre à ces questions-là. Écoutons M. Vincent Boutin et M. Raïs Kibonge se présenter, et après, écoutons leurs réponses. Je m'appelle Vincent Boutin, je suis originaire de Fleurimont à Sherbrooke. J'ai été conseiller municipal 2 mandats dans le district des 4 saisons, de 2013 à 2021. J'ai eu plusieurs responsabilités importantes, notamment présidence de l'arrondissement de Fleurimont, par la suite présidence du comité consultatif d'urbanisme, donc le déploiement de la ville de Sherbrooke, président du comité des Jeux du Québec, le comité de candidature qui ont eu lieu en 2024, et président du comité des sports notamment. Aujourd'hui, je suis DG de l'organisme La Grande Table, donc on fait de l'aide alimentaire pour les personnes défavorisées. On est situé ici de l'autre côté de la montagne, près du parc Saint-Steu, près du Mont-Bellevue. Donc, je reviens aujourd'hui en politique à 40 ans, avec un bon bagage d'expérience municipale, donc connaissance fine de la machine, connaissance des processus, comment travailler avec des fonctionnaires, comment travailler un budget, mais aussi j'ai été chercher des qualités de gestionnaire au cours des dernières années. Donc je reviens avec un bon bagage d'expérience et tout ça. Dans mon premier parcours, j'étais reconnu comme étant quelqu'un qui était capable de travailler en équipe, capable de bâtir des majorités, capable de le faire dans le respect, quelqu'un qui était à l'écoute aussi. Alors je pense que ce que Sherbrooke a de besoin, c'est quelqu'un qui a ce profil-là pour être capable de ramener tout le monde ensemble. Et je suis indépendant, donc je ne suis pas dans un parti politique. Pourquoi j'ai décidé l'indépendance? Ben, c'est parce que je pense que ce qu'on a besoin pour avoir et déjà été membre d'un parti politique, ce que ça crée, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, ça fait une distance entre les individus. Et je pense qu'on a besoin d'un maire qui va travailler avec l'ensemble des membres du conseil municipal, quelle que soit leur origine. Donc, leur origine, leur affiliation politique, pardon. Donc, pour la suite, qu'est-ce que mon programme en tant que tel? Ben, je vous dirais que ça repose sur 3 grands éléments. Tout d'abord, vous l'avez vu, on a un défi des finances publiques qui est assez important. On a évidemment la qualité des routes, la qualité de nos infrastructures, les égouts, les aqueducs, ce genre de choses-là. Une usine d'épuration des eaux. Donc, ça prend quelqu'un qui va être capable de bien comprendre la machine, de bien comprendre là où il y a des économies à faire pour être capable de réinvestir dans nos priorités. Évidemment, une ville, ce n'est pas que du béton, c'est des individus, c'est des humains. Alors, l'autre grand volet, c'est évidemment nos milieux de vie. Donc, de travailler à augmenter la qualité de vie des gens de notre communauté. Ça passe par des infrastructures de qualité dans nos parcs, d'avoir des organismes communautaires, sportifs, culturels qui sont en santé, d'avoir des opportunités pour notre population. Moi, je dis toujours que je viens du secteur du parc Couturier à Fleurimont. Mes parents, on n'avait pas beaucoup de moyens. Je n'ai jamais fait de sport organisé de ma vie, mais j'ai fait beaucoup de sport. Pourquoi? Parce que dans ce parc-là, j'avais une patinoire en hiver, un terrain de soccer, un terrain de baseball, des terrains de tennis. Donc, j'ai fait beaucoup de sport parce que j'avais des infrastructures de qualité. Alors, pour moi, travailler à améliorer la vie, travailler à améliorer la qualité de vie des personnes les moins nanties, les moins chanceuses de notre collectivité, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et je pense que le niveau municipal, c'est un niveau qui nous permet de faire des gestes concrets pour la vie des gens.
Et le dernier point, c'est en collaboration. Donc, ça a été un mandat qui a été difficile au niveau de l'écoute. Il y a eu beaucoup de confrontations. Il y a eu des articles qui ont parlé d'ingérence, de rapatriement de pouvoir au sein du comité exécutif. Alors, pour ma part, ce que je veux, c'est miser sur les forces des gens du conseil municipal, de travailler avec les fonctionnaires, de travailler les projets importants pour notre communauté et de mettre les élus autour d'une vision commune. Évidemment, je le sais, un conseil municipal, c'est des enjeux qui sont complexes, qui peuvent être émotifs à certains égards, alors je ne suis pas naïf. Je ne parle pas d'harmonie au conseil municipal, mais je parle plutôt d'unité. Donc, ce que ça veut dire, c'est d'asseoir les élus autour d'une même vision pour les 4 prochaines. Je m'appelle Ray Skibon, je suis en politique depuis, si on mélange tous les paniers, environ une dizaine d'années, en politique municipale depuis 4 ans. Et c'est ça, j'ai eu la chance non seulement d'étudier ici, mais de graduer à l'école de politique appliquée. Donc pour mon expérience, j'ai commencé d'abord au fédéral, tranquillement, dans l'équipe de l'ancien député fédéral Pierre-Luc Dussault, comme président d'association, puis on était plus dans la mobilisation, puis le travail des enjeux, préparation de campagne électorale et autres. Après ça, j'ai été attaché politique pour l'Assemblée nationale avec l'équipe de Madame Laprie. Donc, ça m'a permis de me familiariser avec beaucoup de dossiers, immigration, environnement, puis tout ce qui touche les pouvoirs provinciaux. Et pour terminer, après ma deuxième tentative, d'élection en 2017, qui était passée proche, j'ai été élu en 2021 comme conseiller municipal. À cette expérience-là, j'ai apporté une expérience de vie. Donc, ma famille était originaire du Congo. On a dû vivre un peu à Montréal, un peu à Calgary, avant de s'installer à Sherbrooke en 2008. Donc, pendant ce temps-là, j'ai eu plusieurs expériences de vie assez intéressantes. Donc, j'ai été tour à tour préposé aux bénéficiaires, aide cuisinier, manœuvre sur un terrain. J'ai travaillé dans le télémarketing, le service à la clientèle. Donc, plein d'expériences qui m'ont montré justement c'est quoi, non seulement être sur le terrain, mais c'est quoi faire partie des services essentiels que beaucoup de gens ont découvert pendant la pandémie. Et cet aspect-là, je l'ai apporté dans mon travail en politique. Donc, être à l'écoute, travailler avec les gens, voir c'est quoi les forces des gens, voir c'est quoi leur potentiel. Donc, j'ai été élu conseiller municipal en 2021 et ça a été un mandat que certains traitent de 2 en 1 parce qu'il y a eu énormément de réalisations mais aussi beaucoup de contraintes. Et à ce niveau-là, donc, j'étais maire suppléant pendant 3 ans et maire intérimaire pendant 3 mois. Et quels 3 mois? Donc, je suis devenu maire intérimaire le 30 octobre, c'est-à-dire en pleine étude du budget et aussi on avait fait la promesse de faire un remaniement à l'intérieur, donc en arrivant à la mi-mandat. Donc j'ai eu à la fois à travailler avec tout le monde l'expérience pour voir, ok, qui veut changer de commission, qui va où et tout, et aussi de boucler le budget, qui n'était pas facile. Pourquoi? Parce qu'on était à notre 2e année d'inflation, alors que on aurait bien aimé avoir une inflation comme les autres années, mais cette année-là, on était rendu à 5%, puis on sortait d'une année de 7%. Et ça a été fait, donc ça m'a permis de voir un peu non seulement toutes les différents enjeux qu'on peut vivre à la mairie de l'intérieur, mais aussi à apprendre beaucoup. Et c'est ça qui a pesé aussi dans ma décision de me présenter à la mairie. Donc j'ai vu les défis énormes qu'on a, mais surtout le potentiel immense qu'on peut avoir, pas juste en travaillant ensemble, mais aussi en mettant de l'avant parfois les autres perspectives qu'on n'a pas vues. Donc ça m'a poussé à me présenter. Moi, je suis chef de parti, donc parce que je pense qu'on va plus loin quand on est en équipe. Et aussi parce que je me dis qu'en étant chef de parti, on peut aller chercher des spécialistes dans différents domaines, avec différentes perspectives, et qui permet de faire en sorte que les personnes vous parlent de leur réalité terrain, oui, mais aussi de leur réalité je dirais comme professionnel et personnel. Donc ça nous a aidé à monter une équipe qui est complète depuis le 27 juin, qui apporte des perspectives différentes. Il y a des néophytes en politique, il y a des gens qui ont fait de la politique pendant longtemps. Et à ce niveau-là, ça nous donne cette perspective-là de pouvoir avancer, de profiter, nous, du travail qui a été fait et des expériences qu'on a eues. Donc, à ce niveau-là, donc c'est comme ça qu'on a bâti notre programme. D'abord en faisant des consultations publiques qui étaient ouvertes à tout le monde, peu importe les gens pouvaient être membres du parti ou pas. Et après les consultations publiques en les faisant valider par des spécialistes
et aussi en les validant avec l'intérieur, ce qu'on était capable d'avoir comme information pour voir ce qui était réaliste, faisable et tout. Et ça nous a donné un programme disponible dès le mois d'avril, que en ce moment les annonces qu'on fait, c'est juste le comment on le fait, mais les gens savent pourquoi on le fait. Tout est en ligne depuis comme presque 6 mois. Alors, nous faisons un programme, nous faisons une campagne assez simple qui est basée sur faciliter la vie des gens avec les leviers du municipal. Et ce que je dis souvent en porte-à-porte, quand j'accompagne nos candidats ou quand nos candidats accompagnent, je leur dis, écoutez, c'est sûr que ce qu'on entend beaucoup, c'est que le prix de la nourriture a augmenté, le prix de l'épicerie a augmenté, l'essence a augmenté et le logement a augmenté. Et c'est là où on va agir avec nos leviers au municipal. Quelles mesures concrètes comptez-vous mettre en place au niveau municipal pour renforcer la sécurité des membres des communautés musulmanes et pour lutter activement contre l'islamophobie, le harcèlement et le profilage racial à Sherbrooke? Alors pour nous, ce qui compte, c'est les mesures concrètes qu'on peut mettre en place au niveau municipal pour renforcer la sécurité des membres. Bien entendu, c'est d'abord cartographier la situation. Comme je le dis, je ne présume pas savoir ce que les membres de la communauté musulmane vivent. Et à ce niveau-là, ça peut être intéressant d'avoir l'heure juste, de savoir comment est-ce que vous vivez l'islamophobie, comment est-ce que ça se fait et tout. Et une fois que cela est dit, une fois que c'est cartographié, multiplier les occasions de rencontres. Je vois ça à 2 niveaux. Donc, pour les familles, ça peut être des rencontres plus au niveau culturel. On a déjà le Festival des traditions du monde et autres. Mais des rencontres qui permettent de connaître l'être humain derrière juste l'étiquette. Et autre, c'est pour les jeunes, ceux qui on demande beaucoup, ce qu'on a entendu quand on frappe à des portes et que c'est des familles musulmanes, ça va être comme beaucoup d'occasions de se rencontrer, mais sportives. Il y a une demande pour plus de terrains de soccer ou de pickleball ou d'autres sports qui permet à plusieurs communautés, plusieurs personnes de se rencontrer, d'échanger, puis d'humaniser l'autre. Et à ce niveau-là, je pense que c'est ce que la ville peut faire en travaillant à plus, soit faciliter l'accès à plus d'infrastructures sportives ou plus supporter plus d'organisations culturelles et permettre de normaliser les relations entre la communauté d'accueil et la communauté musulmane de manière à arriver au point là où tout le monde voit la réalité, c'est qu'on est tous membres d'une même famille. En fait, je vais vous poser la question, quelles mesures concrètes pouvons-nous mettre en place en fait pour s'attaquer aux problèmes que sont l'islamophobie, le harcèlement, le profilage racial? Je suis un homme blanc de 40 ans et je ne vis pas ces situations-là. Donc, je pense que la première chose, et à l'époque, il y avait différents comités qui étaient sur le point d'être mis en place, un comité femmes notamment, un comité LGBTQ+, au sein de la ville, un comité intégration culturelle. Alors, puis ça, dans l'actuel mandat, lorsqu'il y a eu la réforme des commissions, ces comités-là n'ont jamais vu le jour. Alors, pour moi, je pense que pour bien répondre à ces préoccupations-là, ça prend des commissions avec des citoyens experts de ces réalités-là, mais aussi peut-être un comité plus flexible, qui permettrait d'aller chercher c'est quoi la réalité des différentes communautés culturelles, comment vous vivez le profilage racial à Sherbrooke, comment vous vivez l'islamophobie, pardon, j'ai de la misère avec ce mot-là, excusez-moi. Donc, comment vous le vivez? Je pense qu'avec ce comité-là, on serait à même qu'il y aurait des élus, des gens de l'administration publique et vous sur le terrain pour bien comprendre ces enjeux-là et avec les solutions qu'on pourrait vous proposer, est-ce que ça fonctionne ou pas? Parce que pour moi, je pense que la qualité première d'un bon leader, c'est d'être capable de s'entourer des gens qui connaissent les différents enjeux et qui sont capables d'influencer, d'arriver avec des propositions. Donc, je pense que ce serait ça. Moi, le premier geste à faire, c'est de vous demander la question dans un cadre formel, et pas juste une fois, là, mais un comité qui se réunit souvent pour attaquer ces enjeux-là. Parce que, comme je l'ai dit, c'est pas une réalité auquel je suis habitué et que je vis. Donc, je dirais ça. Et je dirais aussi qu'il y a des occasions de rencontre. L'autre fois, je dis toujours ça, mais un samedi soir au parc à Weaver, je me suis rendu compte qu'il y avait des communautés afghanes qui jouaient au soccer. Donc, je m'imaginais comment est-ce qu'on peut joindre les communautés locales avec les communautés des nouveaux arrivants pour passer à travers ces préjugés-là. Mais un comité, selon moi, tout d'abord, pour vous entendre. Face à la montée des gestes de violence impliquant les jeunes, quelle stratégie préventive et partenariale envisagez-vous pour agir avant que ce phénomène ne devienne un véritable fléau social?
il y a un phénomène de violence chez les jeunes qui dépasse largement la ville de Sherbrooke, qui est la montée des médias sociaux, des applications où il y a des choses que malheureusement on ne contrôle pas et qui dépassent la ville. Ceci étant dit, ce qu'une ville peut faire, moi je tiens à souligner le travail du SPS de vouloir se rapprocher des différentes clientèles dans une approche davantage sociale que coercitive. Ça, je pense qu'il faut le nommer. Et une des difficultés, je pense qu'il faut que la ville soit capable de travailler avec le centre de services scolaires pour rentrer dans les écoles, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans ces écoles-là. Et pour avoir parlé avec le directeur général du centre de services scolaires, M. Rassette, dans sa vision, il y a une vision de décloisonner l'école puis de rendre l'école au public, à la population. Donc, je pense que c'est une stratégie qui se devra de passer par une discussion, soit avec l'ensemble Sherbrooke ou quoi que ce soit, avec le centre de services scolaires. Et si on veut enligner nos jeunes vers différents horizons que la criminalité, mais je pense que ça prend un soutien de nos organismes communautaires, que ce soit les maisons de jeunes, les organismes qui travaillent avec les jeunes, pour leur montrer qu'il y a d'autres situations, il y a d'autres façons de faire que le chemin qui peut mener vers la criminalité. Donc, je dirais que la ville, dans son rôle plus officiel, d'aborder en fait la violence, la criminalité chez les jeunes d'un point de vue plus social, puis de rentrer en contact avec les membres des différentes communautés et des jeunes, de travailler en partenariat avec le centre de services scolaires pour être capable d'aller influencer le cours de l'action à l'école et de mieux outiller nos organismes communautaires pour faire face à ces changements sociaux-là. Quand il s'agit des enjeux qui vont être liés à la violence, c'est sûr que dans ce mandat-ci, on était quand même fiers de l'initiative qui était le projet Immersion, qui permettait à plusieurs membres du service de police d'aller rencontrer différentes familles avec différentes situations, mieux comprendre leur réalité, d'humaniser les personnes et aussi de justement créer les ponts. Et à ce niveau-là, la ville, son pouvoir, c'est en fait de débloquer les budgets par rapport au SPS, de dire où est-ce qu'on met l'argent et comment est-ce qu'on oriente ça. Et justement, en poursuivant ce projet-là Immersion, en étant capable justement de rentrer en contact avec les différentes réalités des jeunes et en faisant un partenariat, non seulement avec les organismes qui travaillent directement avec les jeunes, qu'en travaillant avec le centre scolaire, de manière à créer, je dirais, comme un filet éducatif qui permet à la fois à la communauté d'accueil de comprendre les réalités de jeunes issus de l'immigration ou de différentes communautés culturelles, et aussi à la fois aux jeunes de se faire accompagner dans cette intégration-là qui n'est pas tout le temps évidente. Donc à ce niveau-là, c'est là où la ville peut faire une différence en multipliant les différentes occasions de rencontres. J'ai déjà parlé d'occasions sportives qui vont beaucoup attirer les jeunes, mais il y a aussi des occasions éducatrices ou organisationnelles. Donc, être en soutien pour que les organismes, et faciliter la vie des organismes pour qu'ils puissent travailler avec les jeunes, comprendre leur réalité, démystifier ça aussi. C'est plus facile de tomber dans la violence quand on se sent exclu que quand on se sent partie d'une communauté. Comment comptez-vous favoriser une meilleure représentation des personnes issues de l'immigration, notamment la communauté arabe et musulmane, au sein de l'administration municipale et des instances décisionnelles de la ville de Sherbrooke? Alors à ce niveau-là, on commence toujours par montrer l'exemple. Donc moi, en tant que chef de parti, je me suis assuré non seulement d'avoir plusieurs compétences et expériences différentes, mais m'assurer aussi que j'ai une équipe qui soit représentative de la population. Et on a très fort travaillé non seulement au niveau de l'inclusivité, mais aussi de la parité, s'assurer justement qu'on puisse mettre de l'avant cette richesse cherbrouquoise, cette force qui est comme le côté humain. Et une fois que ça s'est fait, il y a eu beaucoup de travail qui s'est fait au niveau de l'inclusion et la diversité, mais surtout arrêter de voir la diversité juste comme un petit avantage à avoir, mais une véritable force d'expérience. Et c'est à ce niveau-là qu'une ville peut passer à un niveau supérieur pour faciliter l'intégration en allant chercher ces différentes expériences-là. On le voit qu'il y a eu au cours des années, plusieurs expériences différentes, que ce soit le Festival du cinéma du monde, le Festival des traditions du monde, qui mettait de l'avant cette force, cette diversité-là. On est le 3e pôle en immigration au Québec, et c'est en travaillant, en tablant sur cette force-là, qu'on devrait être capable non seulement de faciliter l'intégration dans le service municipal, mais reconnaître cette compétence-là. Et c'est comme ça qu'on devrait être capable de le faire. Donc, la ville
est dans la bonne direction et elle pourrait en faire plus. On a beaucoup de gens issus de la communauté musulmane dans notre service de travail de technologie de l'information et on peut s'assurer que dans tous les autres services, on retrouve cette même proportion-là égale à la proportion qu'on trouve dans la population. C'est pas scientifique comme statistique, là, mais ce que je remarque, les gens issus des communautés qui travaillent à la ville sont souvent dans des emplois manuels. Moi, c'est ce que je remarque. Donc, de tenter d'aller chercher des gens qui sont issus avec un autre bagage, un autre profil. Et je pense que l'exemple que je donne, cet été, je me promenais dans un festival, je pense aux Traditions du Monde, justement. Il y avait des employés de la ville, des ressources humaines, qui faisaient de la représentation pour dire « Viens travailler à la ville ». Et ce que j'ai remarqué, c'est que c'était deux personnes issues, des gens nés au Québec, là, deux jeunes filles blanches du Québec qui faisaient ce travail-là. C'est super bien, mais je me disais, si on veut parler aux gens issus des communautés culturelles, il faudrait qu'on ait un porteur qui soit issu des communautés culturelles et d'aller là où les gens sont. Je reviens sur mon exemple de soccer au parc Attou-Weaver le samedi. Peut-être que la ville y a été, je ne le sais pas, mais selon moi, dans les choses à mettre en place, d'aller rencontrer les gens issus des communautés dans leur milieu, parce que je sais que des fois, il y a des gens qui arrivent d'ailleurs, qui peuvent avoir une perception négative du milieu politique, du milieu et du gouvernemental de par ce qu'ils ont vécu dans leur pays d'origine. Donc, si on veut aussi briser si on veut briser cette image-là, je pense que d'avoir des gens qui peuvent parler aux gens dans les différents secteurs, dans les différents groupes, je pense que ça peut déjà changer la perspective, la perception de ces communautés-là. Et je pense qu'il faut qu'on soit capable de briser les barrières aussi d'accessibilité à l'emploi. Donc, s'il y a des enjeux religieux, d'horaire, de quoi que ce soit, qu'on puisse tenter d'accommoder de façon raisonnable un peu là, cette intégration au marché de l'emploi. Donc, je pense qu'en faisant ça, on peut améliorer les standards, les ratios qui sont en deçà du ratio nombre d'immigrants à Sherbrooke, nombre d'employés à Ville-de-Sherbrooke. Quelle est votre vision du développement économique et résidentiel de la ville de Sherbrooke et comment comptez-vous assurer un équilibre entre croissance, qualité de vie et protection des espaces naturels? Je pense que si on parle d'un point de vue économique, ce qu'on doit faire comme développement économique, c'est de créer de la prospérité, créer de la richesse. La ville de Sherbrooke est malheureusement une des villes avec les salaires les plus bas. Le salaire médian qui est dans les plus bas dans les grandes villes au Québec. Et aussi, on a une pépinière qui est l'Université de Sherbrooke et je pense qu'on pourrait faire plus pour retenir des diplômés de l'université, pour leur donner des opportunités d'emploi à Sherbrooke, pour créer un cercle vertueux d'un point de vue économique. Par la suite, d'un point de vue développement résidentiel, sans embarquer tout de suite dans la deuxième question qu'on pourra faire dans le prochain point, mais je dirais que d'avoir un développement qui est équilibré, je pense qu'on ne fait plus du développement urbanistique comme on le faisait à l'époque. Et lorsque j'étais président du comité consultatif d'urbanisme, je me faisais un devoir de travailler avec les promoteurs pour influencer la façon dont ils faisaient des projets, pour augmenter le taux de verdure au sol, pour créer un milieu de vie davantage axé sur le béton. Et il y a des opportunités, je pense, de densification près des artères qui nous permettraient d'augmenter le nombre de résidents. Près de nos artères, ce que ça veut dire, c'est que tu amènes des gens près de ton transport en commun, tu amènes des gens près des boutiques, tu as plus de payeurs de taxes pour le même mètre linéaire d'aqueduc et ça te permet aussi de diminuer la pression dans le pourtour du périmètre urbain avec des projets domiciliaires qui vont amener la coupe d'arbres ou quoi que ce soit. Mais je pense que ça prend un développement qui est équilibré par rapport à ça et de ramener aussi que pourquoi on fait du développement domiciliaire à Sherbrooke, c'est pour créer des milieux de vie. Donc oui, un nombre de portes, c'est important. On est en crise du logement, mais d'amener finalement les promoteurs, les développeurs à vouloir créer un milieu de vie davantage qu'un nombre de portes. Et ça, pour moi, c'est important parce qu'on choisit une ville pour la qualité des services et la qualité du milieu de vie. Alors, pour répondre à la question, donc, c'est quoi la vision de développement économique et résidentiel de Sherbrooke? Moi, ma vision, c'est continuer le travail qu'on a commencé au début de ces 4 années, c'est-à-dire donner de la stabilité pour aussi bien la prévision que les promoteurs, que les gens qui veulent développer la ville. À ce niveau-là, on essaye de travailler vers un projet, vers une vision qu'on appelle le développement orienté par transport. En anglais, c'est le TOD, qui permet justement autour des grandes artères, que ce soit
la rue King ou bien la rue Galt, d'avoir une certaine densification qui permet d'avoir des logements qui sont donc à prix abordable et de permettre d'avoir des quartiers qui sont beaucoup plus résidentiels, beaucoup plus vivants, beaucoup plus unifamiliales, de manière à justement créer des milieux de vie, faire en sorte que des gens qui déménagent à Sherbrooke pour cette conciliation-là, vie-nature, vie urbaine-nature, se sentent à l'aise. Et on le fait pourquoi? Parce qu'on le voit que la ville de Sherbrooke est très attractive. Selon les statistiques, on aurait dû être 160 000 en 2030. Au moment là où on se parle, on est 180 000, donc 24 000 personnes de plus. Et ça, cette attractivité-là, la meilleure chose qu'on peut faire pour aussi bien faciliter le développement économique que faciliter la vie des gens, c'est de donner des règles claires, comme on a fait avec le plan nature, pour protéger nos espaces verts et notre nature, et comme on le fait avec le plan d'urbanisme, de manière à, une fois que les règles sont claires, on accélère la construction et le développement économique. On encourage justement à travailler avec nos forces. On est une ville universitaire, on a 1200 chercheurs ici qui travaillent sur plusieurs petits projets. Et comme le disait le recteur de l'université quand je l'ai rencontré, la très grande majorité des recherches et projets qui ramènent des fonds, c'est souvent ceux qui sont faits en concurrence avec des petites entreprises. Les promoteurs immobiliers devraient-ils être tenus de contribuer davantage au financement des infrastructures municipales nécessaires, les routes, services publics, ou encore les écoles, afin de soutenir la croissance démographique qu'ils génèrent? Un des premiers gros dossiers qu'on a eu à traiter dans ce mandat, ça ne dira absolument rien à personne, mais c'est le changement du règlement 120504 qui, en bref, disait que la ville voulait que les promoteurs paient leur juste part à ce niveau-là, pour l'ouverture de rues et pour l'ouverture de quartiers. Pourquoi? Parce que à l'époque, la ville a été sous pression de faciliter ce genre de travaux-là. Et pour nous, c'était une question d'équité, que les citoyens qui sont établis à Sherbrooke depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 50 ans, n'aient pas payé pour des profits privés pour l'ouverture de quartiers, parce qu'après ça, c'est la ville qui doit quand même s'en charger. Fait que on a travaillé dans ce sens-là pour que justement, il y ait une juste part payée. Et on est conscient aussi qu'en pleine crise de logement, les promoteurs sont des alliés. Donc à ce niveau-là, ce qu'on essaye de faire, c'est d'être équitable avec tout le monde. S'assurer que aussi bien les promoteurs privés que les OBNL, que les coops fournissent les services que la population a besoin, mais que ces services-là soient faits de manière équitable, parce que nous, on va continuer à fournir des trottoirs, les services de déneigement, le ramassage des poubelles et tous les autres services municipaux. On veut juste que le développement se fasse de manière harmonieuse. Et donc, c'est un dialogue qui se poursuit. On l'a fait avec le plan nature, on va continuer avec le plan d'urbanisme pour finir par avoir une stabilité et une prévisibilité qui permet d'accélérer le logement. Donc, on est ouvert à la discussion, puis ça sera à voir au cours du mandat si on va dans la bonne direction. Ben, en fait, là, il y a eu une modification, comme M. Quibonge a dit au début du mandat, des partages des coûts avec les promoteurs. Fait que je pense pas que là, c'est le moment de rouvrir cette entente-là. C'est fait. Il y a eu une modification assez importante et je pense que dans le cadre actuel, avec la crise du logement qui nous occupe, les promoteurs font partie de la solution, qu'ils soient publics ou privés. On a besoin de tout le monde qui soit à la même table pour être capable de faire du développement. Et pour moi, qu'un promoteur, le but d'un promoteur, c'est de développer, puis je lui souhaite la rentabilité dans ces logements. Sinon, si tout ça est déficitaire, on ne viendra pas à bout. Mais je pense que moi, la façon dont je travaillais, c'est de s'entendre sur les objectifs communs de la ville et du promoteur pour influencer le développement des projets, pour que ça réponde à nos besoins. Et un des exemples que j'aime beaucoup donner, c'est celui du couvent des Petites Sœurs de la Sainte Famille, qui est ici de l'autre côté de la montagne. Lorsque le promoteur a acheté ce projet-là, ce bâtiment-là, on a travaillé avec lui. La ville a acheté une partie du boisé à l'arrière pour lui donner un coussin financier, mais pour nous aussi augmenter, augmenter les chances d'atteindre notre cible de milieu préservé à Sherbrooke. Donc, je pense que ce qu'on doit faire, c'est de travailler avec eux en collaboration pour augmenter le nombre de logements et aussi inciter les mixités, donc avec des projets publics, privés, parce que la pression sur le monde municipal est extrêmement forte. Il y a un article dans la presse ce matin qui disait justement que les revenus fiscaux, en fait, des 3 paliers de gouvernement, c'était 44% des revenus fiscaux qui allaient à Québec, 34% qui allaient au gouvernement fédéral
et un maigrelet 7% qui allait aux municipalités. Donc, la ville ne peut pas pallier à l'ensemble des problématiques. Ça prend des joueurs sur le terrain qui partagent cette facture-là avec la ville. Face à la hausse marquée des loyers et à la multiplication des grands projets immobiliers, comment comptez-vous encadrer les promoteurs afin de protéger l'environnement et de garantir l'accès à des logements abordables? Sherbrooke, depuis la COVID, a vécu un boom immobilier, en fait, a vécu un boom démographique. Il y a plusieurs personnes qui ont déménagé à Sherbrooke et qui travaillent encore à l'extérieur avec la magie du télétravail. C'est une belle nouvelle. Ça dynamise nos milieux, mais ça crée une pression sur les logements. Cette pression-là a été accentuée notamment avec le moratoire sur le plan nature, avec le moratoire sur les ouvrages de surverse. C'est sûr que ça crée une pression sur la construction. Ceci étant dit, on vit une crise de logement, mais on vit une crise aussi de l'abordabilité. Et cette semaine sur Facebook, en fait, j'ai annoncé mes 11 mesures en logement, des mesures qui, selon moi, sont réalistes et réalisables et qui sont terre à terre, pragmatiques. Donc, ça va de tenter d'accélérer les processus avec créer ce que j'appelle un bâtisseur certifié pour raccourcir les délais, pour émettre des permis, mais aussi mieux travailler avec nos organismes communautaires pour leur donner de la prévisibilité. Ce que ça veut dire par là, c'est que nos organismes, souvent, le financement peut être difficile à attacher et le rôle de la ville, les montants, des fois, ça peut être long à décaisser. À l'heure actuelle, on n'a pas de planification sur 5 ans en logement abordable. Donc, pour moi, c'est nécessaire de le faire et de revoir cette façon de faire-là pour créer davantage de logements abordables. Moi, il y a un exemple aussi que j'aime beaucoup, que je pense qu'on se doit de faire. Je vous parlais de taxation municipale tout à l'heure. Le dollar de la ville est limité, donc de faire jouer les joueurs en communautaire, donc communautaire abordable, mais aussi les joueurs privés autour de la même table, parce que la solution, elle est partagée pour augmenter le nombre de portes à Sherbrooke et aussi axée sur, comme je vous disais, de la densité pour augmenter du nombre de logements près de nos artères pour qu'on puisse finalement tenter de virer le coin de ces crises-là, donc qui sont la crise, puis là on n'a pas parlé de crise d'itinérance aussi ou de crise alimentaire, mais il y a crise du logement, crise de l'abordabilité, crise de l'itinérance et crise de la sécurité alimentaire. Comme vous voyez, le municipal, c'est assez... nos positions ne sont vraiment pas très loin. Là. Moi, je sais que la deuxième annonce qu'on a fait, le deuxième engagement qu'on a fait au début de la campagne, c'était surtout de tabler sur le hors-marché. Puis pour le hors-marché, c'est oui, ça touche tout ce qui est communautaire, logement social, mais aussi d'encourager les personnes qui veulent soit se mettre en coop, soit s'organiser en OBNL pour racheter leur immeuble et après ça garder les prix stables de le faire. À ce niveau-là, je suis quand même content de dire qu'au début de ce mandat, le montant qui était mis d'argent pour aider les OBNL à faire du logement social était de 2 millions. On l'a quadruplé à 8 millions. On a fait nos calculs, on sait qu'on peut monter jusqu'à 12 millions de manière à soutenir justement plusieurs projets comme le Monarque, comme la Toque Rouge et de manière à offrir des logements qui sont préservés de la spéculation, qui est le gros problème qu'on a vécu. Il y a beaucoup de gens qui se sont lancés dans l'achat d'immeubles pour faire des flips et après ça, avec l'augmentation des coûts de construction de parfois 30% du matériel, on s'est retrouvé avec beaucoup de logements pas rénovés puis qui n'étaient pas utilisés. Donc pour nous, on mise sur le hors-marché, oui. On travaille en parallèle avec le marché privé de manière à pouvoir, nous, de notre côté, s'assurer de faciliter la vie des gens qui cherchent du logement abordable et social et permettre aux gens qui veulent construire d'avoir une simplification dans les permis de manière à accélérer le processus. Et c'est comme cela que notre objectif, ça serait qu'en 10 ans, d'être capable de viser, de revenir à un taux d'abordabilité ou un taux d'inoccupation supérieur à ce qui est préconisé par les organismes en logement. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et faites le bon choix le 2 novembre 2025. Au revoir.